Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Et des goûts de luxe en salle cette semaine, leçon de service avec nos invités. Kevin Chambenois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la restauration au Bristol Paris, que l'on ne présente plus. Vous êtes également meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel depuis l'année dernière. Romain Lucchini, bonjour. Bonjour. Cofondateur de No More Penguins, AC des pingouins, on comprendra tout ça dans un instant. Jean-Luc Frussetta, bonjour. Bonjour. Directeur académique de l'école Ferrière, qui en est à sa première promotion en région parisienne autour de l'hôtellerie et de la restauration, justement. Kevin Chambenois, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour être meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, du service et des arts de la table, puisque c'est ainsi que se prénomme, en tout cas que se dénomme votre appellation de meilleur ouvrier de France? Je pense qu'il faut savoir être naturel et avoir envie de faire plaisir aux personnes qui nous entourent. C'est aussi simple que ça le service aujourd'hui en 2016 en France? C'est pas très compliqué d'être naturel et puis de vouloir faire plaisir, mais c'est ce que l'on pense. Ensuite, le fait de recevoir et d'ouvrir sa maison et un petit peu son âme, c'est un petit peu compliqué pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des considérations que le service doit être codifié, alors que ce que l'on demande à une personne qui reçoit, c'est de donner du plaisir, d'être souriant et surtout avoir envie de recevoir et de faire découvrir la cuisine d'un chef. J'avais reçu Denis Courtiade, donc peut-être le plus grand d'entre vous, si je puis me permettre. Vous parlez en carrure ou il va mal le prendre. Denis, si tu nous écoutes, désolé. Il me disait finalement de ça, du Plaza. Du Plaza, ouais. exactement. C'est quand le client part que tout commence. Oui. Et tous les jours est une nouvelle aventure, car ce qui a été fait une journée ne donne aucun acquis pour ce que sera le lendemain. On va essayer de voir tout de même que malgré tout ce que vous dites, ce qui est vrai et ce qui fait la différence dans le service de salle, même si aujourd'hui on essaie de les réinventer, parfois de s'en départir, ça reste un milieu et un métier éminemment technique avec plein de codes, et si on veut les dépasser, encore faut-il les connaître. Parce que j'imagine, lorsque vous avez reçu ce titre et lorsque vous orchestrez le Bristol ou Courtiade ou Plaza ou Charles Pétrus au Clarence, quelques-uns des grands noms, Antoine Pétrus, pardon, quelques-uns des grands noms qui activent aujourd'hui la direction de salle parisienne, je pense qu'il faut quand même un peu connaître le métier et savoir flamber, recuire, tourner. Et je suis effectivement d'accord avec vous. Ce que nous recherchons au Bristol, par exemple, nous ne sont pas forcément des compétences techniques, mais c'est des compétences humaines. Ensuite, on peut donner à nos employés une compétence technique, savoir justement flamber, rôtir, servir à droite, débarrasser sur la droite. Mais ce qu'on ne peut pas leur donner, c'est leur envie et leur passion. Et c'est des personnes passionnées à la base qui ont envie de progresser. L'hôtellerie et le service, la restauration est un métier de passionnés, des personnes qui ont envie de pouvoir évoluer. C'est un des seuls métiers aujourd'hui avec la cuisine où l'on peut partir d'un échelon considéré comme bas et arriver à des postes très importants. Et voyager dans le monde entier. Et voyager et rencontrer des personnes exceptionnelles, absolument. Mais la première chose qu'on ne peut pas donner, c'est le savoir-être, c'est l'envie de recevoir, c'est l'envie de faire plaisir, d'être dédié à un métier qui est superbe. Jean-Luc Frussetta, d'ailleurs, ça c'est la première chose importante. Il y a justement toute cette technique, toute cette gestuelle qui peut-être à un moment a été trop mise en avant. Alors je ne vais pas sous votre gouverne, bien sûr, messieurs, parce que c'est votre métier davantage que le mien, mais de l'extérieur, on pouvait avoir l'impression, il y a de ça quelques temps, déjà qu'on oubliait justement le naturel et qu'on était un petit peu sur une mécanique. Aujourd'hui, à l'école Ferrière, qu'est-ce qu'on enseigne? Est-ce qu'il faut quand même les bases, comme pour tout, des bases théoriques, oui, une certaine gestuelle, mais un peu plus? Alors, à Ferrière, effectivement, nous enseignons avant tout l'envie. Ce que Kevin Chambenois a évoqué, effectivement, l'envie de faire plaisir, cette envie de générosité, cette envie de partager. Donc pour avoir quelque chose à partager, et comment ça s'enseigne, ça? il faut déjà... Alors comment ça s'enseigne? En faisant goûter, en créant de la générosité, en rendant nos jeunes avant tout gourmands. Gourmands de la table, gourmands des mets, gourmands des vins, gourmands de curiosité, gourmands de vie tout simplement. À partir du moment où on crée une envie, on crée un projet, donc on n'est plus dans de la formation, dans du travail, on est dans du désir. Et c'est là où effectivement la technique, elle reste importante parce qu'il faut pouvoir s'en affranchir. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire la technique, on peut l'apprendre également par la suite. Le but c'est de pouvoir rester ensuite naturel, une fois que mes mains sont indépendantes, je peux rester naturel, concentré sur le bien-être de mon invité,
on n'accueille plus aujourd'hui des clients ou des consommateurs, nous recevons des invités pour leur faire partager une expérience. Ça change. Ah, ouais. Bien sûr, c'est une autre approche, une autre philosophie. Dans les écoles un peu passéistes, on continue de focaliser sur la technique, l'apprentissage par la répétition. La main derrière le dos. Le service à la française, au guéridon. Nous les enseignons toujours, mais le but c'est de savoir les adapter aux attentes d'un client qui se renouvelle, qui est différent selon sa culture, que l'on va initier à vivre une expérience toujours différente. À nous de créer de l'émotion. Et nos métiers, c'est avant tout un partage d'émotions. Il ne faut pas que nos clients soient prisonniers du service, mais il faut que nos clients soient au centre du service. Et donc c'est une considération différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une réflexion où il faut faire les choses parce qu'elles sont faites traditionnellement, mais qu'est-ce que les personnes qui nous choisissent pour un déjeuner, un dîner, un moment ont envie. Et chaque personne est différente. Vous allez venir au Bristol et certains de nos clients ont des occasions extraordinaires à célébrer. Ils viendront peut-être une seule fois. On ne va pas avoir le même service qu'une personne qui vient peut-être quotidiennement. On doit s'adapter. Et ça, c'est vraiment une part de psychologie, une part d'habitude et surtout de mettre le client au centre de toutes les réflexions avant tout. D'accord, c'est pas mal. Bon, on va y revenir. Alors, attendez, troisième invité. Ah non, mais je vois que vous prenez des notes, alors j'attends que vous sortiez. Les notes, ça sera pour la deuxième partie. Je les écoute, ils parlent beaucoup, en plus ils parlent bien. Troisième invité, No More Penguins. Et tout Romain Lucchini, votre idée, vous aviez un petit peu cette idée, peut-être passiste, dont vous parliez à l'instant, du service. Vous vous êtes dit, bon, nous en 2011, on peut faire autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on choisit le métier de la restauration, mais vous avez des comédiens, des gens qui travaillent dans l'art ou qui travaillent peut-être pas du tout dans la restauration. Vous vous êtes dit, nous, on va faire les choses différemment. Qu'est-ce que ça veut dire faire les choses différemment avec No More Penguins ? C'est pas tant faire les choses différemment parce qu'on fait quand même le même métier, mais c'est effectivement d'avoir un sourcing et un casting de gens qui ne font pas que ça. Et qui ont des parcours qui sont riches d'autres expériences, comme vous le disiez, artistiques, théâtrales, journalistiques. Nous, on s'est basé sur un constat très simple. On l'a monté jeune, No More Penguins. On faisait tous soit des études, soit des débuts de carrière professionnelle, et on avait tous à côté, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, la restauration comme job d'appoint, quoi. Comme job d'appoint. Après, moi, c'est un job d'appoint qui m'a beaucoup plu, que je continue à pratiquer quotidiennement. Et donc, dans ces années-là, on a tous rencontré beaucoup de monde, des collègues jeunes comme nous qui avaient des parcours très hétéroclites et divers. Et donc à partir de là, suite à quelques demandes répétées, on a fini par monter ce collectif qui avait pour base justement la richesse et la diversité de ses membres. Voilà, exactement. Mais après, vous les placez quand ça se passe, c'est une école? C'est quoi No More Penguins? Absolument pas, c'est un collectif. Ça a vraiment commencé comme une bande de potes. Ça fait très cliché de dire ça, mais c'est le cas. Ça arrive. Mais voilà, parfois ça arrive. Et donc voilà. Oui, on peut faire appel à vos services comme dans des boîtes d'événementiel, un traiteur, etc. On fait appel à No More Penguins. Alors, je cite, vous dites un service efficace mais décontracté, attentif et souple, qui sache créer du lien, être dans la communication, le partage, sans tomber dans la déférence, la outrance. Mais finalement, c'est un petit peu la même idée. J'imagine que vous avez tous du service. Qu'est-ce que vous prenez au service, j'allais dire, traditionnel ou au service grand genre, des grandes maisons? Et qu'est-ce que vous laissez? Voilà, et qu'est-ce que vous laissez? Bon, alors déjà, il y a une chose qui est de fait très différente, c'est que nous, on intervient dans un cadre événementiel. Donc, on a... Voilà, c'est pas seulement la ponctualité, c'est qu'un événement, il a une thématique, il a un client en général, il a un public qui est précis. Donc, si vous voulez, c'est pas un nom qui réserve et on défend pas une maison, No More Penguins. On la défend par notre approche, mais on est quand même au service d'un client. Ça, c'est la première chose. Là, ce qu'on retient et ce dont on s'inspire encore aujourd'hui à notre manière, mais c'est évidemment le professionnalisme, l'attention qui doit être donnée aux choses de base, aux choses évidentes, c'est-à-dire servir correctement, c'est-à-dire sourire, c'est-à-dire savoir présenter un vin, savoir être efficace. Et donc voilà, si vous voulez, c'est la base du service, c'est absolument pas quelque chose qu'on a vocation à remettre en cause. Ce qu'on essaye, nous, d'apporter en plus, c'est vraiment ce côté sur mesure, ce côté un peu plus d'interaction qu'on essaie de vraiment mettre en avant et de dépasser et de pouvoir offrir une solution. Allez, par exemple, sans citer forcément de maison ou de marque, un travail que vous avez pu faire sur mesure, au petit point, pour quelqu'un qui a fait appel à vous et que vous auriez orchestré côté service.
Spectaculaire, s'il vous plaît. Spectaculaire, s'il vous plaît. On a pu servir en toge, presque en tenue d'Ève et d'Adam pour le lancement en grande pompe d'un parfum qui avait pour thématique la Grèce antique, etc. Donc voilà, là il y a une histoire. Vous réinventiez un petit peu le banquet, les délices de Capoue. Voilà, c'est important justement. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas commencé par là. Le costume, la tenue. Est-ce qu'il est obligatoire, je me tourne vers vous, dans les grands restaurants, dans les grands restaurants, dans les grandes tables, justement, la veste, la cravate. Est-ce que pour vous, c'est justement l'indispensable pour être à la hauteur de votre métier? Ça prend une grande partie, effectivement, d'un uniforme. Alors c'est effectivement assez paradoxal, parce qu'on demande à nos employés d'amener leur personnalité, mais on leur demande d'être tous pareils dans l'apparence. Dans l'apparence. Quoique c'est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer, où on demande par exemple aux responsables d'avoir leur costume personnel. Donc encore une fois, on parle d'attente des clients, mais si vous allez au Bristol et que vous voyez des personnes en toge romaine, vous allez peut-être avoir un petit ridicule là. On sera dans une expérience un petit peu cocasse, effectivement. Donc on est garant d'une tradition, mais qu'on veut réinventer. Je pense que le service est avant tout, comme le disait Romain, un job à la base. On ne considère pas le service comme un métier. Quand on est en 3e, en 4e dans l'orientation, on dit qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire médecin ou est-ce que des études scientifiques ou littéraires? Je veux faire serveur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et le service, très longtemps, a pas été forcément très bien considéré. Donc, et on s'aperçoit pourtant que c'est un métier formidable. On a énormément de clients qui nous regardent en salle et nous disent mais j'aimerais bien être à votre place parce que vous vous amusez, vous passez du bon temps. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas conseillé de faire ça plus tôt? Ces états, justement, vous qui êtes sur cette charnière, qui est celle de l'école et de la passation et de l'éducation, est-ce que les jeunes que vous recevez, que vous allez recevoir dans les promotions, dont on espère elles seront nombreuses, ont une envie aujourd'hui de devenir, justement, de travailler, j'allais pas dire comme serveur, mais de travailler dans la salle, dans la direction de salle, orchestrer une salle, là où on voit peut-être qu'il y a ces dernières saisons quand même un réenchantement du métier, en tout cas du cuisinier, voire du pâtissier? Tout à fait. Ils sont en quête de sens, avant tout. Et comment donner davantage de sens à sa vie que de se destiner à rendre les gens heureux. Alors certains pensent effectivement que ça ne peut passer que par la cuisine, parce que c'est très concret, on peut s'évaluer très rapidement. La notion de service, effectivement, elle est plus aléatoire, parce que c'est une intention. Je peux acheter 1 kilo de caviar ou 1 kilo de foie gras, je ne peux pas acheter 1 kilo de bonheur ou de bien-être. Ça se construit, c'est cette alchimie, ce mélange de compétences, de psychologie, d'altruisme, de culture générale qui est extrêmement importante pour savoir faire face à toute situation. Et effectivement des sociologies diverses et variées, que ce soit dans les grands restaurants, parce que le monde entier arrive et c'est pas toujours les mêmes, ou alors dans le bistrot de quartier, tel qu'il peut se réinventer. Il faut avoir une sacrée répartie quand on va voir ça. Oui, justement, on fait une petite pause sur BFM Business. Le temps de réviser. Commencer à dire, dis donc, voilà, passe à l'entrée là. Le temps de réviser notre culture générale, justement, et on vous retrouve juste après. Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin. Goût de luxe côté salle cette semaine, mais où est passé le service Grandjean? Rassurez-vous, il revient au galop. Je vois Kevin Chambenois déjà qui hoche la tête, directeur de la restauration du Bristol Paris, meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel 2015. Nous sommes toujours également en compagnie de Romain Lucchini, cofondateur de No More Penguins, et de Jean-Luc Frusetta, directeur académique de l'école Ferrière. C'est vrai que juste avant la petite pause, je voudrais juste vous poser une question, Kevin Chambenois. On parlait de culture générale. Quand vous passez le concours de MOF, meilleur ouvrier de France, il y a la culture générale. Oui, on avait... Alors le concours de meilleur ouvrier de France, maître d'hôtel, d'art du service et de la table, se fait en 2 étapes. Une première étape qui est éliminatoire, ce qu'on appelle les demi-finales communément, où nous sommes tous les candidats dans un grand amphithéâtre où sont passées une 40aine ou 60 questions d'ordre gastronomique, d'ordre culture générale, puis ensuite quelques questions en anglais. Et puis ensuite les épreuves un peu plus techniques et de communication. Donc oui, culture générale, culture gastronomique, quelles sont les différentes appellations présalées, quelles sont...
Betsom. Allez-y, c'est vous, le champion. Attendez, pour réviser, c'est oublié déjà maintenant. Oui. C'est impressionnant, sincèrement, quand on voit, d'ailleurs, c'est toute la périodicité du concours de golf. Il date depuis combien d'années, d'ailleurs, le statut de meilleur vélo de France, directeur de salle, maître d'hôtel? Maître d'hôtel, si je ne me trompe pas, et je peux me tromper, on est dans les années 80. Ah, c'est quand même pas le plus récent, mais c'est pas le plus vieux non plus. Non, on voit bien 1925. que justement, ça remet juste une petite précision là-dessus, je vais se parler après Ménel, mais par exemple, les trophées Le Chef qui récompensent des chefs, pour la première fois l'année dernière, justement, ils se sont enfin intéressés à la salle, ils ont récompensé Denis Courtiade du Plaza. Pour dire quand même que justement, il y a... Justement, c'était ça, il y avait quand même un grand paradoxe de la restauration et du monde de ce petit milieu de la gastronomie. Les chefs, qui ont longtemps été dans la grotte, depuis une trentaine d'années, 40 ans, bientôt 50, sont surmédiatisés. Et vous, les gens de la salle, les directeurs de salle, les chefs de partie, les maîtres d'hôtel, vous êtes les grands discrets, les grands oubliés, très peu médiatisés. Personne ou peu de gens peuvent citer. Aujourd'hui, tout le monde cite Ducasse, Gagnère, Robuchon, Lignac. Quand on parle de Courtiade, de Pétrus ou de vous-même, vous êtes connus du milieu, mais vous n'avez pas encore percé la bulle. Est-ce que vous vivez bien ou est-ce que vous pensez que quand même, il va falloir que, pour réhabiliter aussi ce métier, vous, aujourd'hui, vous deveniez aussi un petit peu, si ce n'est des stars, je vous le souhaite pas, mais en tout cas un peu plus médiatisé. Il y a une injustice quelque part. Vous êtes sur le devant de la scène, c'est vous qui avez fait l'interface, le trait d'union entre la cuisine, on vient d'abord pour ça peut-être, mais pas seulement, et le client, finalement on vous oublie. Je pense qu'il n'y a pas d'injustice, mais je pense que tout est question de cycle. Dans les années 50-60, c'était le maître d'hôtel qui était mis en avance, ou c'était lui qui était garant du service. Avant, les chefs étaient dans la grotte. Ensuite, on a fait le service à l'assiette, et puis là, on a fait on a trouvé une cuisine qui était beaucoup plus précise et beaucoup plus centrée autour de la cuisine. On est en train de revenir avec un peu plus de contact humain grâce aux écoles, grâce aux différents intervenants. Et je pense que c'est un équilibre qui doit se faire. Les chefs ne peuvent pas faire tourner un restaurant sans le personnel de salle. Le personnel de salle ne peut pas faire tourner un restaurant sans chef. Donc il n'y a pas de conflit à avoir. On travaille tous dans le but de faire plaisir à des personnes, dans le but qu'ils puissent revenir, qu'ils passent un très bon moment et qu'ils soient nos ambassadeurs. Et d'une même intelligence. Personne ne recherche la gloire, sinon on ne ferait pas ce métier. J'ai lu qu'au Neuma à Copenhague, ils emmenaient carrément les cuisiniers présenter leurs plats en salle. Oui, vous en pensez quoi? Il y a de plus en plus de cuisine ouverte à Paris aujourd'hui. On est quasiment le nez dans la cuisine. On a l'impression que c'est paradoxal, parce que dans le même temps, il y a un moment où on a l'impression que le service se fait la malle, et dans le même temps, qu'il revient en force. J'entends par là, vous l'avez dit, pendant des années, c'est des années nouvelle cuisine, vous n'étiez plus des porteurs d'assiettes. Absolument. Donc assez muet. Du côté des palaces, il y avait un espèce de ce qu'on a appelé le grand genre, des flambages, mais c'était tellement à distance vis-à-vis du personnel que vous impressionniez les gens. Il y avait une sorte de morgue. Je trouve que depuis une dizaine d'années, notamment dans les grands restaurants, alors certes, vous avez gagné en complicité, en naturel, avec la bonne distance, et vous impressionnez de moins en moins, les gens sont de plus en plus à l'aise, mais je trouve tout de même que dans les grands restaurants et dans les grands palaces à Paris ou ailleurs, il y a un retour tout de même du beau geste, du spectaculaire. Absolument. Et vous êtes en train de réinventer les codes. On ne peut pas dire tout de même que c'est pas un métier technique, et je crois aussi que peut-être le public, lorsqu'il va au restaurant, il veut certes une grande assiette, mais il a envie, il en a un peu marre des porteurs d'assiettes et du serveur qui tape l'épaule. Je crois qu'il a envie à nouveau qu'on lui rende un petit peu de la magie. Et c'est ce qui se passe au Plaza, vous-même au Bristol. On essaiera de faire un petit tour de salle tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous découpez la poularde? Je pense que c'est un peu les traditions françaises. Quand vous êtes le dimanche à recevoir votre famille et puis que vous vous prenez à l'exercice de découper le poulet, c'est superbe, c'est un moment de convivialité. Et nous, ça nous permet effectivement d'avoir une interaction avec le client. À la brasserie, le 114 Faubourg, on filette les sols, on découpe le canard. Au restaurant Épicure, ça revient. Ça revient. Alors ça avait totalement disparu. Mais c'est une demande de la clientèle également. Parce que elle a nouveau besoin de sens. D'un point de vue cuisine, culinaire, les pièces qui sont cuites entières ont beaucoup plus de saveur que les pièces qui sont cuites en petit. Donc ça a un sens également culinaire. Mais tout ça, il faut savoir l'expliquer et il faut savoir ensuite le transmettre à nos clients. Jean-Luc Frussetta, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça tient de l'expérience aussi. Il faut quand même avoir ces gestes techniques. Tout à fait. Il faut les apprendre. C'est pourquoi à Ferrières, nous avons effectivement des voitures de tranche, nous avons des réchauds et nous apprenons bien évidemment
toutes les grandes techniques classiques, sans oublier que même si on découpe une poularde ou que l'on flambe une crêpe, on doit avant tout se concentrer sur le client. Parce que c'est sa relation, c'est son attente, c'est son désir, c'est la magie, la façon effectivement de transformer cet essai qui compte le plus. Ce n'est pas que la technique qui est importante, c'est un des supports, un des outils. La transformation, c'est le chef d'orchestre, c'est le maître d'hôtel. La relation avec le client, je vais vous sortir 3 horreurs. Vous allez me dire, tiens, on va commencer par Romain Lucchini. Par quoi vous les remplacez? Bonne continuation, messieurs, dames. Ça s'est bien passé? Ça vous a plu? On bannit tout ça. En tout cas, dans le cadre dans lequel nous on intervient, ça n'a strictement aucun intérêt. Et effectivement, enfin, ça peut être. Non, enfin moi non, je ça peut plus être. Non, on est d'accord, ça ne peut plus être. Franchement, j'ai essayé. Ouais, le bonne continuation. Après, je sais pas, peut-être que dans certains contextes... Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi les petits mots-clés où vous dites ça marche à tous les coups? Franchement, ça se fait au feeling et je pense que c'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment ça. C'est la spontanéité et puis c'est la lecture de la situation. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec des gens de la mode, des gens de l'industrie culturelle, mais on peut aussi travailler avec, je sais pas moi, un colloque d'une grande banque ou des choses comme ça. Et donc il faut s'adapter. Voilà, l'intérêt, enfin moi, ce qui me plaît en tout cas dans ce métier, ce qu'on défend vraiment chez No More Penguins, c'est de cette lecture du client et d'offrir vraiment une prestation qui soit sur mesure et pertinente en fonction des gens qu'on a en face de nous et pour leur offrir ce qu'ils veulent et voilà, et leur faire plaisir. Encore une fois, on revient à cette notion-là, mais après, voilà. On n'a pas les mêmes cadres d'intervention, mais... Kevin, ce côté-là, on voit bien qu'il y a quand même cette dimension un peu de sens, de spectaculaire, de théâtral, sans que ça en impose, qui revient en force. Les gens demandent ça, que ce soit des particuliers ou des marques lorsqu'elles orchestrent des événements. Mais vous aussi, encore une fois, qu'est-ce qui au Bristol, par exemple, vous qui êtes quand même un certain témoin de l'évolution des 10-15 ans, des grands restaurants, des palaces, qu'est-ce qui a muté, qu'est-ce qui a changé dans cette orchestration de la salle? Quels sont les petits gestes? Je vois aussi qu'il y a beaucoup de travail sur la coutellerie, tout un tas d'éléments qui avaient disparu, qu'aujourd'hui sont mis en scène de manière très discrète, mais quand même très mise en scène par vous-même. Quels sont les gestes que vous avez cassés pour mieux les réinventer? Je pense que tous les éléments sont pensés quand on parle du Bristol et d'une salle gastronomique. Le choix des tissus, le choix de la porcelaine, le choix de la verrerie, rien n'est laissé au hasard. Je pense qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients avaient, et le luxe c'est d'avoir des relations humaines, avaient besoin de relations humaines. Donc notre but, notre mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait un client qui vienne au Bristol, à Épicure, au 114 Faubourg, qui vient pour un besoin à une envie. Répondre ou un envie. On dépasse ce besoin, le cadre de ce besoin et de cette envie pour qu'il en soit comblé. Donc c'est beaucoup plus de proximité en ayant peut-être un sens de l'humour un peu plus développé, plus confiance dans la connaissance des produits, dans l'interprétation des plats du chef pour en être le bon ambassadeur. C'est du travail en salle. Je sais que Frédéric Kayser, qui est lui-même meilleur ouvrier de France 2011... c'est lui qui vous a fait bosser d'ailleurs. Hein. On a bossé ensemble. Il y en a combien des meilleurs ouvriers de France au Bristol? Il y en a 4-5. Si on compte la salle, la cuisine, une collection. Ouais. Voilà. On est une bonne pépinière de talent. Justement, vous venez de le dire, le dialogue avec le chef. Alors historiquement, c'est un peu la mythologie, mais elle a vraiment existé. Il y avait quand même une lutte entre la cuisine et la brigade de salle. C'est peut-être pour ça que parfois le client ne se sentait pas si à l'aise. Aujourd'hui, est-ce que dans vos relations avec la brigade orchestrée par Éric Fréchon, grand chef s'il en est, vous dialoguez avec lui, vous parlez avec lui, vous participez justement à comprendre sa carte? Comment ça se passe? Ça se passe mieux qu'il y a peut-être 30 ans avec... On a la chance au Bristol d'avoir déjà un chef présent qui est là ça je confirme au Bristol. Au passage. Donc pour discuter c'est beaucoup plus facile. Et oui, Éric Fréchon est un chef formidable qui a compris qu'il avait besoin des retours des personnes qui ont une vue sur le client pour pouvoir évoluer. Et donc il est même en demande de savoir comment sa cuisine est appréciée. Donc quotidiennement, il voit le directeur de salle, que ce soit Frédéric Kayser, Patrice Jeanne, moi-même, et puis on parle de ce que l'on veut faire, comment est-ce qu'on va faire évoluer les choses, comment est-ce qu'on peut être meilleur dans ce que l'on a fait. Si on a fait des petites erreurs où on a des clients mécontents, pourquoi le client était mécontent et comment faire en sorte que ça n'arrive plus. Et parfois se dire peut-être que le client est pas pour nous, mais ça arrive très très peu de fois. Le client n'est pas pour vous. À l'école Ferrière, Jean-Luc Frussetta, justement, comment vous les convainquez, c'est ça, comment vous réussissez à les convaincre, ces futurs étudiants, de l'intérêt? Parce qu'on l'a vu, la difficulté, c'est que
Au départ, c'est quand même un métier qui est assez mal vu. Je sais que Denis Courtiade a créé l'association au service des talents de demain. Est-ce qu'il est venu à l'école Ferrière? Et est-ce que il reviendra. Voilà, c'est des gens comme lui, comme Kevin, qui puissent venir témoigner de... Nos jeunes ont besoin de mentors. C'est pourquoi, quand ils sont à Ferrière, nous les immergeons dans tous les services du château, puisque nous avons un restaurant gastronomique Le Baron, un restaurant bistrot gourmand Le Chais, un hôtel 4 étoiles, bientôt 5, des séminaires. Nos jeunes tournent dans tous ces services qui évitent déjà cette incompréhension qui a mené aux luttes entre la cuisine et la salle. Je ne connais pas le métier de l'autre. Nos jeunes apprennent tout cet univers de la gastronomie et du luxe pour ensuite savoir quel est celui qui leur ira le mieux, celui dans lequel ils s'épanouiront davantage, et bien sûr leur présenter des mentors. Nous avons un chef MOF, Patrick Juel, qui supervise l'ensemble de la gastronomie à Ferrière, mais nos jeunes rencontrent 2 fois par mois des meilleurs ouvriers de France en salle. Ils en ont déjà eu un cette année, ils en auront 2 l'année prochaine. J'espère bien que Kevin fera des autres. Nous en avons déjà discuté, mais ils ont aussi des MOF bouchers, des MOF sommeliers, des MOF poissonniers, aussi les produits, le produit. Et cet écosystème, cette notion de patrimoine gastronomique, Ferrière a vocation à effectivement diffuser dans le monde entier cette notion de repas gastronomique français, cette alchimie du bien-être. Juste dans les grands restaurants, alors je peux me tromper, hein, ou dans les belles tables, et notamment les palaces, je trouve que la salle est très peu féminisée. C'est un métier encore assez de messieurs. Ah non. Ah mais je pourrais me tromper. J'ai l'impression que c'est encore... Allez, combien de femmes au Bristol? Nous, on est sur une base de 50-50. À Paris, au Bristol. À Épicure, on a même un peu plus de femmes que d'hommes au service. Voilà. Chez No More Penguins, combien de femmes? Alors combien je suis incapable de le dire, mais je pense qu'on a 70% d'hommes. Voilà. Et à Ferrière? À Ferrière, nous sommes à 50-50 également sur les promotions recrutées, Bon, bah, y compris sur les opérationnels. Parce que nous, on a la sensibilité, l'intuition féminine, vous voyez, pour comprendre les clients. Mais même en cuisine, beaucoup plus de femmes. Et à la sommellerie. Et à la sommellerie, il y a vraiment les graphes. On les voit enfin au col des jeunes filles avec beaucoup de pertinence et effectivement un regard, une sensibilité différente. La prochaine fois, on fera venir les sommeliers et le changement pour les métiers de sommelier. Allez, un plat au Bristol, juste rapidement, un plat qui est impressionnant en salle. Faut pas louper. Impressionnant, la poularde en vessie. Ah voilà. Impressionnant. Alors là, Les petites sœurs, quand elle arrive, il faut faut pas trembler là. La salive. Kevin Chambenois. Hein. Merci infiniment, directeur de restauration Bristol Paris et MOF 2015. Romain Lucchini, cofondateur de No More Penguins. Merci beaucoup à vous. Et Jean-Luc Frussetta, directeur académique de l'école Ferrière. On a intérêt à se tenir, on va mettre notre petit habillé, on va se tenir à carreau maintenant. Dans le service. Ouais, ça va. Il n'y a pas que des jeunes, je suis sûr, à l'école. Non, loin de là. Tiens, voilà. Vous pouvez passer faire un extra quand vous voulez. Ah bah voilà, on passe faire un extra avec No More Penguins. Bienvenue, bien évidemment. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous. Lux Paris, édition de week-end continue. Dans un instant, on va vous faire voyager.